Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présents et présentes ce soir. Ça fait plaisir de voir autant de monde rassemblé pour parler de montagne en Tunisie. Je m'appelle Cécile Mougin, j'ai réalisé ce film et je suis impliquée par ailleurs j'apporte mon humble contribution au développement de l'escalade en Tunisie depuis quelques années. Et je voulais remercier Hélène Ferrer qui nous permet de faire voir le jour cet événement. Et évidemment à l'Institut français de Tunis qui nous accueille ce soir. Je suis ravie d'être en présence de représentants de différentes organisations qui sont impliquées sur différentes montagnes du pays. Marwa, Souheil, Atef et Ahmed, merci beaucoup d'être venus ce soir pour discuter avec moi et avec le public de toutes ces questions. Vous avez vu dans le film Charbita, qui veut par ailleurs dire, pour répondre à la question d'Hélène, qui veut dire escalade en tunisien, mais qui veut dire grimpe et qui est également une plante grimpante. Voilà. Vous avez vu dans le film Charbita que les sports de montagne, c'est plusieurs sports. Ici, c'était l'escalade, mais en fait, ça rassemble un certain nombre de sports et une communauté relativement large. Et du coup, on va commencer. L'idée ce soir, c'est de comprendre en fait déjà quels sont ces sports, qui sont les gens qui pratiquent ces sports, de voir dans quelle mesure ces sports peuvent être une opportunité à l'échelle du pays, et enfin peut-être d'aborder malheureusement un certain nombre d'obstacles qui empêchent aujourd'hui un véritable essor de ces sports, mais de réfléchir tous ensemble à un certain nombre de pistes pour essayer de dépasser ces freins. Donc je vais tout de suite donner la parole à nos intervenants. Je vais vous demander de vous présenter rapidement, de présenter votre association ou organisation et de nous présenter chacun un des sports qui sont pratiqués au sein de votre association, parce que je me doute que dans le public, il y a forcément des gens qui ne connaissent pas, qui ont entendu parler ou qui n'ont pas trop idée de certains sports, que ce soit la spéléologie, même l'escalade. Vous avez quelques images, mais voilà, un peu plus en détail. Donc on va commencer dans l'ordre. Ahmed, si tu veux nous dire quelques mots. Si ça marche. Ouais, ça marche. Moi je m'appelle. Non. Ça marche. Ça marche, pardon. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ahmed Kafat et je grimpe maintenant depuis 1 an et demi. Je travaille avec Mamie, première salle d'escalade en Tunisie. Et donc je présente le sport ou juste moi-même. Non, tu peux nous dire ce que c'est l'escalade, même si vous avez dû comprendre avec le film. L'escalade, c'est on va aller à la montagne, on trouve le sentier, et après le sentier, on trouve une face sur laquelle on ne peut pas monter, et on essaie de monter là-dessus. Donc on trouve plutôt des falaises, donc un peu droites, verticales, ou bien même penchées. Donc c'est essayer de progresser verticalement, essayer de grimper, donc là où on peut. Essayer d'équiper, mettre des points, sécuriser avec des cordes, et monter par plusieurs façons de monter jusqu'à la fin de la montagne. Et voilà. Donc on sent qu'effectivement il faut être un petit peu fou, hein, mais apparemment ça plaît. Atef, tu peux nous parler de l'association de Rades et de la Via Ferrata. Merci. Je m'appelle Gérard, président de l'association du sport de montagne et d'écologie Rades. Notre association a été fondée en 2013 entre amis, comme dit amis, fans de studio, même Mara était avec nous. Hein. Et puis on était au début concentré sur la spéléologie, et puis en 2015 on a ajouté la discipline d'escalade avec Laurent, Yves et Agatha. Et puis on pratique maintenant au sein de notre association l'escalade, la spéléo, les randonnées. Dernièrement, on a ajouté la Via Ferrata. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, la Via Ferrata? La Via Ferrata, c'est un chemin en ascendance qui est constitué avec des voies ferrées en utilisant des équipements spéciaux pour arriver au sommet. Donc, je précise aussi que la majorité des activités de la SME se passe sur la montagne de Jebel Arshaz.
ici. Hein. Plusieurs, surtout les grottes, il y a partout en Tunisie, à Siliana, à Bizerte, déjà plusieurs places. Merci beaucoup. Souhail, tu peux nous parler de la randonnée de ton association? Souhail Arif, président de l'association tunisienne des randonneurs de Bouddha. Ça a été créé dès 2015, mais personnellement, le point de départ, c'était la fin entre 2006 et 2008, avec des amis. Et l'activité randonnée, non. Ne me prenez pas comme exemple maintenant, ça c'est le résultat de la chaise de président. Ça c'est le résultat de la responsabilité. Donc, on est parti mais en 2011, 2012, maintenant, on s'est décidé de créer l'association. Avant, on était des ex-scouts et tout, et vu la situation, donc on devait bien travailler dans un cadre bien défini et tout. Maintenant, après la randonnée, dès 2018, ça a changé la stratégie. On a changé la stratégie de l'association, une nouvelle philosophie. Donc, on a visé tout ce qui est, c'est un retour à la source. Donc, on est parti sur des projets scientifiques. On s'intéresse maintenant à la conservation et tout. Je vais un peu éclaircir. Dès 2018, on travaille. On n'est plus à Sousse, on est installé à Bouhadma, c'est un parc national que certains connaissent, à Sidi Bouzid, c'est la limite de la savane africaine avec tous ses composants et tout. Une invitation pour tout le monde. Donc, et du coup, on a pensé à conserver la nature et après pratiquer ces sports-là. Donc, on est parti justement avec l'Institut français à créer certains projets en rapport avec la conservation, en rapport avec l'activité randonnée et le tourisme écologique et surtout intégrer la population locale qui est assez intéressante dans ces activités-là. Et maintenant, on est à mi-chemin et on attend de nos résultats. Voilà. Merci beaucoup. Marouane, tu peux nous dire un mot sur la CES et éventuellement sur la spéléologie qui, je pense, n'est pas forcément très connue du public. Assalamu tout le monde. Marouane Saïdi, je fais partie de l'association de spéléologie d'escalade aux Arméniens, qui était citée pas mal de fois sur les films. J'étais très contente encore une fois de faire partie de cette association. Donc, en fait, notre association, elle fait de la spéléologie, de l'escalade, et on a un projet qui est le Festival de films de montagne de Zarouane, qui est un événement très connu à Zarouane et a fait ses habitudes pour les personnes qui sont passionnées du sport de montagne. Donc, je vais parler un peu. J'ai commencé en fait la spéléologie en 2011 et après l'escalade en 2012 que j'ai découvert avec la 16. Et pour la spéléo, en fait, c'est de visiter les grottes. En fait, les grottes, il y a des grottes qu'on peut visiter sans utiliser des cordes, et après, il y a des grottes qui sont horizontales, donc il faut installer des cordes, assurer la sécurité pour arriver à certains niveaux. Donc pour moi, je dis toujours des gens qui me disent vous faites la spéléo, vous entrez dans le milieu souterrain, et après. Pour moi, surtout quand vous faites partie d'une association ou un groupe qui fait la découverte des nouvelles zones souterraines, des nouvelles galeries, c'est comme marcher sur la Lune. Moi, c'est ça ma description. Donc, surtout que l'aspect spéléo, c'est qu'il y a la scientifique, il y a le sport, l'endurance, le toucher humain, le secourisme. Par exemple, nous, on a toute une unité de Caving Rescue, qui est le secours en montagne et dans les grottes. Donc, on a commencé à développer cette activité avec des pays qui ont un organisme spécialisé, comme l'Angleterre, la France, surtout l'Alsace et l'Italie. Donc, ça a créé une synergie entre nous et les autres associations.
Et comme ça, on a créé des events qui parlent de... Parce que c'est très très important, le secourisme en montagne, c'est très important parce que malheureusement en Tunisie, on n'a pas vraiment les organismes adéquats pour pouvoir secourir les personnes en montagne. Donc voilà, donc on fait des topographies, on visite. Et aussi, la bonne chose de notre association, qu'on a des cycles de formation, qui sont des séances de formation. Après, il y a une séance d'évaluation où juste l'aspect sécurité qui est évalué, c'est par le niveau de personne. Et après, il y a des amateurs qui commencent à faire des sorties tout seuls et à faire des activités. Merci beaucoup. Et justement, on parle des amateurs qui viendraient participer à des activités, etc. Je pense qu'on aimerait savoir qui sont les gens qui pratiquent ces sports. Parce que souvent, quand on ne connaît pas la montagne, et notamment en Tunisie, le premier sentiment qui vient, c'est la peur. On a peur on ne sait pas ce qui nous attend, on ne connaît pas cet environnement, on pense parfois qu'il est hostile. Et du coup, vous, les personnes de la communauté que vous évoquez, qui sont ces gens et en fait, qu'est-ce qu'ils font qu'ils viennent pratiquer ces sports, selon vous? Pour l'escalade, déjà, il y a plusieurs types. Il y a tout d'abord des familles. Les familles commencent d'abord avec les randonnées. Après, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui grimpent. Ils viennent parfois à la salle, ils voient qu'il y a des sorties. Les enfants, ils sont toujours réparateurs. La curiosité, tu leur dis, on monte avec une corde sans problème. Ils ne savent pas encore c'est quoi le danger. Donc, s'ils grimpent, ils descendent, ils ont l'initiative à découvrir. Donc, ils traînent les parents. Et les parents, ils viennent, ils ne savent pas trop. Donc, il y a déjà des familles qui commencent maintenant beaucoup à découvrir l'escalade en Tunisie. Il y a les sportifs, les gens qui sont purement sportifs, qui viennent pour ça. Ils cherchent un truc, ils font par exemple crossfit, marathon, ils cherchent un challenge. Ils trouvent l'escalade, c'est très dur et c'est un grand horizon pour le sport. C'est tellement, ça évolue beaucoup, tu peux beaucoup évoluer et encore plus dur, toujours plus dur. Tu n'arrives pas à faire plus dur. Donc pour les sportifs, il y a de quoi faire. Et il y a aussi une catégorie qu'on appelle en Europe les grimpeurs du dimanche. C'est des gens qui grimpent une fois par semaine, juste pour s'amuser entre amis, donc ils vont juste demander dimanche. En Tunisie, il y a une communauté qui commence à se faire comme ça. On se rencontre, on va juste le dimanche, on grimpe, toute la semaine les gens ils travaillent. Et parfois, se voit une fois à la salle. Et c'est très bien. Et bon, chaque catégorie, c'est une raison différente. Il y a des gens qui font ça pour être en nature. La thérapie, d'être loin de la ville, d'être dans la nature, dans le calme, faire quelque chose ensemble surtout. Parce que l'escalade, ok, ça se voit, c'est individuel, c'est une personne qui grimpe, il est tout seul. Donc ça peut sembler égoïste comme sport, parce qu'il pense que seulement à lui, sa performance qu'il va faire. Mais non, il est encordé avec l'autre, on est toujours ensemble. Même en alpinisme et tous les sports de montagne, il y a toujours une cordée. Spéléo, pareil. Donc en fait, il y a des gens qui font ça pour être proches des autres. C'est un environnement hostile, comme tu disais, donc ça rapproche les gens. Surtout quand on rentre. Après, on est très content. On devient un pote très facilement. Tu rencontres une personne, tu passes une journée à la montagne. C'est comme si vous êtes venus, ça fait un mois. Manger ensemble, vous êtes très content. Très vite, vous échangez, porter l'argent est là-bas. L'ambiance se développe très vite. Alors que dans la vie, tu peux passer un an et tu pas encore. Donc, ok, on sent qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser les gens à faire ces sports. T'évoques la nature, t'évoques le lien avec les autres, t'évoques le dépassement, le sport en tant que tel. Maroua, tu peux peut-être nous donner ta perspective, notamment en tant que femme, parce qu'on voit que même dans le film, finalement, il y a peu de femmes qui pratiquent ces sports. Toi, qu'est-ce que ça a pu changer dans ta vie? Comment t'en es arrivée là? En fait, moi, le sport de montagne, il a fait un changement positif dans ma vie. Parce que j'étais quelqu'un de un peu retiré, je parle pas trop aux gens, c'est pas facile à approcher. Je suis toujours pas facile à approcher. Mais en fait, moi, mes parents sont profs de sport, donc et je faisais la biologie en fait dans mes études, donc je cherchais un truc qui fait la fusion des deux. Quoi. Donc en fait, 5 ans, il y a mes amis qui essayaient à me persuader à faire la spéléo, mais pour moi, se salir et rentrer sale à la maison, c'était pas mon truc. Mais un jour, je sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé, j'ai essayé, j'ai aimé, j'ai kiffé quoi. Mais après les sorties, c'était pour moi, c'est ma drogue quoi, de partir se salir dans la boue avec des gens. Et surtout, ce que j'adore en spéléo, c'est la solidarité quoi. La solidarité du groupe, la synergie du groupe.
Et surtout pendant les découvertes, c'est pas parce que moi j'étais plus mince à l'époque, donc j'étais celle qui entre dans le petit trou pour découvrir, facile à assurer, tu peux même mettre juste à je descends. Donc le fait que je fais le premier pas, c'est comme si tout le groupe il était avec moi. C'est qu'on se soucie de la santé de tout le monde, est-ce que vous allez bien ou pas. J'ai fait même mes premiers pas avec Atef, donc je me souviens une fois quand j'ai fait une grotte, j'étais très fatiguée parce qu'on était avec un speeder qui était très speed, donc je courais derrière lui toute, et après quand je suis descendue, après c'est une grotte où il y a un milieu actif où il y a de l'eau, j'étais très fatiguée, même mes jambes, j'arrivais pas à marcher. J'ai parlé avec Atef, je me souviens, je lui ai dit Atef s'il te plaît, surveille-moi parce que je sens que je vais tomber. Mais c'était un sentiment, comment il était là, il essayait de me regarder sans être gênant, parce qu'il ne faut pas se coller sur l'un sur les autres. Mais après, ça m'a forgé. Je me suis juré d'avoir une bonne condition physique, une très bonne condition physique, de m'entraîner, de s'entraîner à utiliser le matériel, d'optimiser mes techniques pour pouvoir, comme ça, l'énergie que j'ai. C'est la bonne chose dans les femmes. Les femmes, elles sont très endurantes. Elles peuvent supporter en fait, c'est pas comme les hommes, je trouve qu'ils sont dans la force, quoi. La femme, elle est dans la douceur, elle économise l'énergie jusqu'à la fin, quoi. Donc, l'escalade, c'est pareil. Les femmes, elles se développent techniquement très très vite. Ça prend un revoir, voilà. plus aussi. Exactement. On comprend, je me permets d'interrompre, on comprend qu'effectivement c'est finalement un sport qui a changé une partie de ta vie. Je travaille dedans déjà. Maintenant, je suis dans une société, j'ai pas fait de la biologie à la fin de compte. Donc j'ai fait responsable qualité, sécurité, environnement. Et ceux que j'ai fait l'escalade avec, ils savent que je suis chiante côté sécurité. Je suis toujours derrière le casque, non, faites ça, non, faites pas ça. Donc grâce à ce sport-là, ça a changé ma vie et je suis très contente. Le jour où j'ai essayé avec une ballerine de monter ce sport. Donc on sent que finalement ce sport il a un impact au niveau des individus, il peut transformer des vies. Peut-être Atef ou Souheil, vous avez des exemples de la façon dont ce sport a pu changer des trajectoires ou ce que ça change chez des gens de commencer à pratiquer un tel sport, que ce soit la randonnée ou d'autres sports. Bon, il fallait bien éclaircir que quand on parle de randonnée, c'est pas des excursions et c'est pas la promenade, parce que ça c'est accessible même pour toute la famille, pour toute tranche d'âge. On peut pas parler en Tunisie, on peut pas comparer des randonnées en Tunisie que en dehors, parce que ça c'est pareil même pour l'escalade, ça demande de technicité et de l'équipement et tout. Mais ça commence. Quand je me rappelle 2018, il n'y avait pas cette invention de sac à couchage. Donc, avec une serviette, on se coule. C'est bon, on s'en sort. Mais ça change petit à petit. Par rapport au niveau de vie, l'accès, c'est pas tout le monde, mais à un certain moment, le FRIP, c'était une solution pour toute une génération. Pour ma génération, c'était une solution, le FRIP. Maintenant, ça peut changer avec d'autres marques et tout. Donc, dans un autre niveau, ça peut changer la vie de la population locale. Ça, c'est important. Oui, ça, on y reviendra juste après. Désolée. Non, mais du coup... Personnellement, comparant à ma voisine, ça n'a pas changé au niveau professionnel, mais ça m'attire indirectement parce que je fais l'audiovisuel, donc je peux collaborer, je peux faire. Donc j'ai quelque chose à ajouter. C'est ça. Et aujourd'hui, on parlait d'accès. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est accessible en fait? Si demain, moi, je suis en Tunisie, je souhaite aller faire de la randonnée ou de l'escalade, est-ce que aujourd'hui
n'importe qui a accès? Est-ce qu'il faut être sportif? Est-ce que j'ai jamais mis un pied en montagne? Est-ce que demain je peux venir en montagne? Comment, au sein de vos organisations, vous essayez de rendre ces sports accessibles? Oui, oui, j'en ai parlé parce que dès 2011, ça a un peu changé. Les associations et le cadre légal, ça facilite pour les amateurs parce qu'il y a énormément de problèmes, même au niveau législation et tout, et même le fait de trouver les itinéraires et tout, c'est assez difficile. Donc, c'est pas balisé mais il y a quelques itinéraires qui sont balisés avec, je me rappelle, l'association tunisienne des randonneurs de Tunis. Donc, ils ont fait un grand travail à Bargou et pas mal d'autres. Donc, mais techniquement, il n'y a pas un modèle assez tunisien. Même les techniques, c'est, disons, une petite copie de ce qu'on utilise en France, même au niveau des couleurs et tout. Juste pour résumer. C'est ça. Je sais que... Concernant les difficultés pour apprendre, les gens, on essaie de les aider à dépasser leurs limites, et leurs peurs, leur aider à aimer la nature et la préservation de l'environnement. Je me rappelle une fois, on a visité la grotte de Teslo et au retour, on a une aviron qui s'est coincée, elle ne veut pas bouger, elle s'est paniquée et elle se met en côté, elle ne veut pas bouger même un mètre. Hein. Tous les gens ont sorti, on a resté deux moniteurs avec elle, on essaie de baisser sa peur et avec un grand effort, on a réussi à le faire bouger un peu et après on a arrivé à la sortie de la grotte, mais avec trop d'efforts. Une autre fois, on a fait une randonnée à Gardimeur. Ça a été une journée pluvieuse et il y a plein de boue partout. Une dame avec nous, elle est arrivée à un passage où il y a beaucoup de boue et elle a paniqué, elle ne veut pas passer aussi parce qu'elle a peur de la boue de glisser, de tomber de l'eau. Elle s'est coincée et on a apporté plein de troncs d'arbres, elle a fait sur la terre pour pouvoir passer. Enfin, elle s'est passée avec beaucoup d'efforts pour passer. Donc on sent que ces sports peuvent changer les personnes. Ce dont on peut parler aussi, c'est de la façon dont ces sports-là, ces personnes-là et ces sports-là permettent de changer à un niveau plus grand que la Tunisie, au niveau des Tunisiens. Vous avez évoqué à plusieurs reprises la dimension environnementale. Dans quelle mesure vous pensez que les sports que vous pratiquez et que vous pratiquez avec votre communauté sont peut-être un levier aussi de sensibilisation à l'environnement, donc qui du coup d'une autre échelle aussi. C'est pas que le sport qui touche l'individu et qui permet aussi d'accéder à une autre dimension. Déjà, tous ces sports-là, on se rend compte quand tu fais un sport en montagne, la montagne elle va faire partie de ta vie à un certain moment. Parce que tu vas souvent, tu as quelque chose à faire là-bas. Quand tu habites dans la ville, tu peux. Tu n'as pas de lien avec la montagne. Donc si elle est là ou si elle n'est pas là, ça ne change rien pour toi. Comme maintenant, Persas c'est exploité par une cimenterie. Dans 5 ans, peut-être qu'il y aura plus de Persas. Et pour les gens qui sont en ville, ça ne change rien. C'est juste l'autoroute, il n'y aura pas de montagne à côté, c'est tout. Mais si tu fais un sport là-bas, il y a des souvenirs, il y a des gens, il y a des moments que tu passes là-bas. Il y a toute une vie que tu fais là-bas. Donc ça rapproche beaucoup. Maintenant, ça a une place dans ta vie. Et même toi, quand tu es à la montagne, tu sens que tu as une place dans la nature. Donc
ça sensibilise beaucoup. Déjà, quand tu pars, tu sens ton impact sur l'endroit. Donc tu sens ce que toi tu fais dans cet environnement, ça a un impact. Tu te rends compte de ton impact sur la nature. Et tu te rends compte aussi que tu peux être sensible et tout en pouvoir pour la protéger aussi. Donc je pense que tous ces sports que tu pratiques, déjà tu te rends compte de ça. Oui, peut-être que la question peut se poser, non pas seulement pour la randonnée ou l'escalade, pour tous les sports d'or, comment ça peut être source de bénéfices pour que ce soit la population locale, mais premier, la nature et l'espace et tout. Donc, nous, par exemple, ce qu'on a essayé de faire, c'est travailler et de coopérer avec les autorités, la SGF, tout, et d'essayer d'influencer sur la population locale, parce que quand on parle de la nature, le premier ennemi, c'est l'être humain, donc malheureusement. Donc, ils doivent avoir des bénéfices directs ou indirects de cet espace-là, que ce soit un parc ou une forêt ou cet espace naturel. Donc, vu l'attention de l'être humain, surtout dans la nature, la pasteurisation ou l'exploitation de l'eau, et tout ça, c'est de la pression qui à long terme, même à court terme, c'est un grand problème. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de chercher d'autres ressources de revenus pour eux, de cet espace naturel, et en parallèle de le conserver. On voulait faire de la conservation directe, ça c'est la conservation directe ayant entendu, mais ça leur concerne, donc ils sont assez motivés pour nous aider et pour aider l'autorité. Ils considèrent que cet espace-là, un parc, une montagne et tout, ça leur appartient, et c'est ça la solution pour eux, pour survivre et pour changer leur vie. Donc on entend ici que, à la fois, comme le disait Ahmed, ces sports de montagne peuvent être effectivement une opportunité pour s'ouvrir aux enjeux environnementaux, mais comme le souligne Souhail, c'est également une opportunité pour du développement au niveau local, à l'endroit où se trouvent ces montagnes-là. Et il y a aussi peut-être une autre dimension qui est je sais que c'est le cas de Marwa et de Ahmed, des trajectoires individuelles où ces sports-là ont été également une opportunité professionnelle. Est-ce que peut-être Marwa, tu peux nous dire un mot sur ta trajectoire personnelle, et je sais aussi que Atef, avec la SME, vous avez des projets en écotourisme qui peuvent être également des débouchés économiques et professionnels pour des jeunes Tunisiens et Tunisiennes. Comme je dis, en fait, moi je faisais un doctorat en biologie, et je me suis fait galérer pour faire mes études et faire mes recherches. Donc, en parallèle de ma formation, en fait, j'ai eu l'opportunité pour un projet avec l'Institut français pour faire l'initiateur en escalade. Donc, j'ai obtenu l'initiateur en escalade entre 2014 et 2015. Donc, j'ai commencé avec ça à faire des formations avec la CED. J'ai fait aussi des formations pour école à la Marsa, pour une école pour prof de sport, pour faire de l'escalade. Et j'ai rencontré au cours des activités avec l'association, j'ai rencontré plein de gens du domaine de sécurité de travail, parce que beaucoup de gens qui font de la spéléologie sont des cordistes. Leur boulot, c'est des cordistes. Et donc, à travers ça, j'ai rencontré la société, les gens qui sont les gérants de la société dans laquelle je travaille maintenant. L'avantage, c'est que, parce qu'ils ont flairé pendant les activités que je suis très très pointue sur la sécurité. Donc j'ai commencé à faire, je suis partie en France pour faire inspecteur, vérificateur d'échafaudage, de ce qui est travaux moteurs et tout. J'ai fait même de la formation en évacuation en hauteur, le milieu confiné aussi. Donc ils m'ont formée et puisque j'étais première
premièrement, déjà, le fait d'être une femme dans un milieu comme celui-là, donc nous, on ne lâche pas l'affaire. C'est pas comme, par exemple, un superviseur qui porte un casque, l'autre, l'ouvrier, par exemple, il ne veut pas le faire, il lâche l'affaire après 2-3 mois, je ne lâche pas l'affaire. Donc, je suis là, il faut que tout soit organisé, la safety, tout ce qui est normes de sécurité, il faut que ça soit dans les normes et tout. Après 6 ans de travail avec eux, j'ai commencé à faire des formations en qualité, pour faire ce qui est ISO et tout. Donc maintenant, je fais responsable de la sécurité, qualité, sécurité, environnement. Et ce qui est bien avec notre société, pour l'équipement, tu parlais de l'équipement, donc on essaye notre maximum de ramener de l'équipement de sport de montagne, par exemple, en Tunisie, pour pouvoir le fournir pour les associations. Donc, surtout quand on fait, par exemple, une marge de 5% pour les associations et tout, pour les encourager à faire ce sport-là. Là, on entend que dans ta trajectoire, ce sport-là, il a été une opportunité aussi professionnelle, alors que par ailleurs, tu détiens un doctorat en biologie, ce qui paraît quand même... Non, je n'ai pas eu le doctorat. Bon, en tout cas, un parcours en biologie. Est-ce que, par exemple, au sein de la SME, tu penses qu'au-delà de la trajectoire individuelle de Marouane, on peut envisager que ces sports-là puissent être des débouchés à une plus grande échelle pour des jeunes Tunisiens et Tunisiennes? Oui, bien sûr, on est au début. Les sports de montagne, ça commence de plus en plus à être plus connu pour les jeunes. Et comme tu as dit, on a dernièrement gagné le prix Médusa depuis 2 ans. Ça nous permet de réaliser notre rêve qui consiste à faire un circuit de sport de montagne au sein de Jebel Assas. Le projet consiste à plusieurs particules. Un circuit de via ferrata qui mène au sommet de Jebel Assas, des voies d'escalade, une tyrolienne et un circuit de randonnée balisé entre les 2 montagnes, Jebel Assas et Jebel Boukouni. Aussi, on essaie d'intégrer les villageois de Jebel Assas dans la vie économique et de produire des produits régionaux pour les visiteurs de Jebel Assas. Les femmes, les jeunes et tout. Ce que je constate ces dernières années, c'est que il y a énormément de sports de montagne qui se développent. Et en parallèle, il y a aussi même, n'oublions pas, parce que je parle avec ce rapport nature ces sports de fraude et sports mécaniques, ça commence. Chez les Tunisiens, c'est derrière 5 années, les off-road, c'est un grand phénomène. Se balader avec son 4x4 sur le bord de la plage, mais ça a des inconvénients. Et en parallèle, l'administration, nous, en tant qu'association, on fait ce qu'on peut, mais je ne veux pas dépasser la question parce que ça nous amène dans un interaction. L'administration, il est temps de réagir et d'être synchro avec ce qui se passe sur le terrain. Parce que personnellement, j'avais eu l'occasion pas mal de fois d'être en contact avec des groupes, par exemple d'off-road, et il y a des bien à bout. Mais personnellement, parce que malgré que je connais qu'il y a des bénéfices pour la population locale. Mais malheureusement, je connais bien que si jamais, il y en a certains qui connaissent les lieux, mais si jamais on ouvre la porte dans un circuit, on ne parlera pas de parc. Par exemple, dans la zone humide, devant le parc, dans les alentours, il y a du massacre. Effectivement, c'est pour ça que je pense que là, sport de montagne, je pense que peut-être on ne l'a pas précisé, mais on parle de sport de montagne non motorisé, puisque sinon les enjeux environnementaux, ça pose d'autres problématiques comme
comme tu le dis très bien. Même la pratique des gens, il y a pas mal de problèmes qui ont été créés ces dernières années. Les gens connaissent les méga camping et tout, donc on n'est pas tous, on n'est pas idéal, mais on essaye d'être correct le plus possible. Et on peut venir à ce sujet, notamment de la législation. Alors pour résumer ce qui a été dit, on entend que ces sports-là sont une véritable opportunité à l'échelle du pays, comme on le disait au niveau de l'environnement, mais également pour des bénéfices au niveau local, sur du développement local, et enfin pour des débouchés professionnels, des insertions socio-économiques pour des jeunes Tunisiens et Tunisiennes. On sent bien que finalement, il suffirait, entre guillemets, de développer ces sports. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'obstacles à ce développement-là. Quels sont les principaux obstacles que vous, au sein de vos organisations et de vos associations, vous avez pu identifier? Tout d'abord, le manque de réglementation. Il y a un grand manque de réglementation qui peut faire progresser ces sports. Il faut faire des lois pour organiser les sorties, les pratiquants de ces sports. Il n'y a pas de circuits balisés, il n'y a pas rien en Tunisie. On est au début, les gens font tout ça aléatoirement. Et puis, il y a aussi des menaces environnementales, parce que, par exemple, à Karsas, il y a une grande menace de la carrière de ciment qui pousse vraiment très rapidement. Et la montagne devient très menacée. Surtout la partie sud de la montagne, et même ils ont arrivé au-dessous de la sommet. D'autres choses, il y a des problèmes d'autorisation lorsqu'on fait des sorties. Il faut avoir des autorisations pour aller au grottes, pour faire des randonnées et tout ça. Et même la procédure change toujours. Avec le changement de personnes. Donc on entend les limites aussi au niveau de la législation, à la fois les changements bureaucratiques, la difficulté à obtenir les autorisations, peut-être une difficulté à se faire entendre aussi en tant qu'association. Est-ce que vous identifiez d'autres obstacles évoqués, Marois, juste avant, le problème du matériel par exemple? Comme déjà cité dans le film, on a un grand problème du matériel. Par exemple, dans mon association, il y a des gens qui ont même jeté leurs vêtements pour pouvoir ramener du matériel en Tunisie. Oui, mais heureusement, l'association avait beaucoup de projets qui étaient financés. On demandait que du matériel. On ne veut pas de l'argent, on veut du matériel. Ramenez-nous du matériel. Mais nous, le problème aussi à Zarouane, c'est que c'est un parc national et que pendant 6 mois ou 7 mois, on n'a pas le droit de grimper. Et on a prouvé, avec notre association, on a fait des études avec des ornithologues, que les zones, par exemple, face sud... Je me permets de préciser que la montagne est entre guillemets fermée 6 à 7 mois dans l'année en raison de la nidification d'un certain nombre d'espèces protégées sur la montagne. Et effectivement, je précise que les données ne sont pas très fournies et que la cartographie, notamment des lieux de nidification, est inexistante et ils ferment toute la montagne. Donc il n'y a pas de... C'est assez binaire. On a fourni une étude au niveau des voies d'escalade. On a payé des gens qui sont venus de l'étranger, des Tunisiens, pour faire l'étude et tout, mais l'étude, je pense qu'elle est placée dans un tiroir ou je ne sais pas quoi. Donc, mais on a prouvé, par exemple, la face sud, oui, il y a de la nidification, mais les autres, par exemple, les délais, il n'y a rien, il n'y a pas de nid. On a vérifié, on a compté, il n'y a rien. Mais eux, pour eux, c'est 6 mois. Les ouvriers qui travaillent en montagne, ils veulent dormir pendant 6 mois. Donc, ils ne veulent pas partir en montagne dimanche à vous chercher. Qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est ça la première association à faire le Maghreb. Et le financement, bien sûr, qu'après la Corona, on trouve des difficultés énormes pour les sociétés à trouver des bailleurs de fonds et des trucs comme ça. Donc, on entend la législation, le problème matériel. Et
n'oublions pas que les parcs nationaux en Tunisie, c'est un classement assez spécial. Même la gestion, elle est assez spéciale. C'est pas pareil qu'en étranger. C'est pas un parc en Amérique ou en France qui est autofinancé et il a sa propre gestion financière et ses propres ressources et tout. C'est pas payant les entrées pour certains parcs. Il y a un classement de parcs nationaux et de biosphère, réserve biosphère. Mais les parcs, on peut y accéder comme Eshkel, comme et c'est pas payant. C'est l'État qui paye et automatiquement la DGF qui dirige. Mais il y a La Direction Générale des Forêts. La Direction Générale des Forêts, mais indirectement, on n'a pas de source pour gérer et pour même développer le parc et intégrer. C'est un tout, c'est pas seulement un problème d'une seule administration de l'IGF ou de Il y a un ministère. problème législatif global sur la gestion de ces lieux. De tout. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier aspect qui me vient à l'esprit sur l'enjeu de la formation? Ahmed, toi, tu avais une formation qui te permet aujourd'hui d'avoir le travail que tu fais. Dans quelle mesure tu penses que cette absence, c'est vrai qu'aujourd'hui une absence de formation, est un frein au développement de ces sports dans le pays? Franchement, moi, c'est une chance déjà que j'ai eu la formation. Moi j'ai fait Kleinbau, c'est un gros, déjà, c'est Kleinbau. En fait, l'Union européenne, ils ont décidé de financer la Tunisie pour former 10 jeunes Tunisiens à l'escalade à être compétents, autonomes, et pour pouvoir équiper des bois et former d'autres gens. Donc ça vient déjà d'Europe, c'est une initiative qui n'est pas tunisienne. Et c'est Laurent qui était, celui qui est dans le documentaire ici. Et c'est lui qui m'a formé. Et donc il manque beaucoup, on voit après la formation qu'il manque beaucoup de gens compétents. Après que j'ai fait la formation, je me suis rendu compte que chaque fois qu'on va grimper, tous les Tunisiens, déjà on n'a pas très confiance. On ne connaît pas toujours toutes les techniques, tous les trucs, toujours la formation, c'est les étrangers. Donc la compétence, ça manque encore beaucoup. Je me souviens tout au début en falaise, quand on voit quelqu'un cheveux blancs, yeux bleus, c'est sûr, et avec les chaussons en plus, c'est sûr, il sait grimper, il sait faire allumer, il sait tout faire. Les Tunisiens, déjà, on a un peu peur. Donc, il manque beaucoup, franchement, des formations. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça, et je me souviens, on avait une sélection, c'était 60 personnes, et Laurent, il m'avait dit, c'est pas sûr que tu vas être sélectionné, on va voir. Et après, quand il m'a dit, ok, c'était sélectionné, j'étais très content. Et on a passé 9 mois. Imaginez 9 mois, partir 3 fois par semaine à la montagne. Dans 3 semaines, on part 5 jours. Lundi, Ajbarsas, mardi, Ajbarsas, mercredi, Ajbarsas, jeudi, Ajbarsas. On se repose un peu, la semaine prochaine, pareil, 5 jours. Donc, et maintenant, ils se sont investis pour faire ça. Juste, et Laurent, il n'était pas payé en plus. Juste, faisait ça. À un certain moment, il y avait une journée, on a passé, après, dans la semaine, tellement fatigué. Il y a un jour où j'ai fait une voix, j'avais très peur. Laurent, il me parlait, il me disait essaye de faire doucement. Normalement, quand on grimpe, vous voyez la corde qui est attachée à des points. Normalement, on ne touche pas les points. Quand on grimpe, on utilise juste la face naturelle. On essaye de toucher juste la paroi. On n'essaie pas d'utiliser le matériel pour grimper. Ça, c'est un autre type. On est assuré, oui, on est toujours attaché à une corde, mais on essaie de grimper la montagne naturellement. C'est comme si on n'avait pas la corde. On ne s'aide pas avec la corde. Il est juste là pour la sécurité. Il y a des gens qui font un autre type d'escalade, ils mettent des pitons, des trucs, ils tirent dessus. Mais normalement, donc, ouais, ce jour-là, moi, j'avais tellement peur, j'ai utilisé Speed pour monter, il m'a dit, n'aie pas peur, on a fait ça doucement. Et après, il m'a parlé comme ça, je lui ai dit, c'est pas rationnel, il m'a dit, oui, essaie de te parler, de rationaliser, et puis tu vas avoir mon top. Quand j'ai fini la voix, j'ai dit, Laurent, pourquoi tu fais ça? Quand il a passé du temps à essayer de régler le problème. Il m'a dit, moi, c'est un type que j'aime faire ça. Mais ça, c'est vraiment qu'en Tunisie, il n'y a pas des gens qui ont de la patience déjà de montrer tel truc, d'essayer de parler avec les gens et de résoudre des problèmes qui soient aussi personnels. Donc, j'ajoute quelque chose sur le plan professionnel, les formations. Concernant, par exemple, les guides écotouristiques et tout, réellement, il n'y a pas de formation au niveau académique ou professionnel pour avoir des diplômés dans ce niveau-là. Même il y a quelques-uns qui
sont autodidactes, qui sont formés avec des contacts avec des étrangers qui ont l'occasion de les contacter en Tunisie. Sinon, c'est des initiatives associatives. Je me rappelle à l'époque, la Trière, ils ont fait une coopération avec la Fédération française des randonnées. Donc, ils ont eu l'occasion d'être formés pour certains membres en France et tout. Mais sur le plan formation professionnelle et tout, non, ça n'existe pas. Même il y a 2 ou 3 noms qui, tunisiens qui sont connus dans le domaine. 2 parmi eux, ils sont partis à Qatar ou au Pays de Galles. Donc effectivement, c'est compliqué. On entend que ça ajoute aux enjeux législatifs, aux problèmes d'accès au matériel, également les enjeux de formation et de diplôme. Et pour conclure cette discussion, parce que le temps défile et qu'on aimerait aussi pouvoir échanger avec la salle, Ratel, on t'écoute. Il y a un autre problème, c'est qu'il y a des endroits qui sont interdits en Tunisie, qu'on ne veut pas visiter. Par exemple, la montagne de Charles, c'est le plafond que j'ai dit la Tunisie, c'est effectivement un grand potentiel de sport de montagne, mais elle est interdite, on ne peut pas visiter, parce qu'il y a, pour la raison de terrorisme, il y a des mines. Donc, si ça c'est la politique qui s'en charge. On peut mettre ça dans la catégorie législation aussi. En tout cas, donc on entend les différents obstacles. Moi, je tenais à rappeler, au nom de ces associations, si je peux me permettre aussi, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et il faut rappeler que la plupart du temps, c'est des énergies bénévoles, c'est des gens qui investissent du temps d'eux-mêmes pendant que ce soit de longues années ou de très courts mois. Mais finalement, faut pas oublier, ça paraît d'autres perspectives parfois lent. On peut être frustré de voir que ça met du temps à se développer. Et il faut rappeler vraiment que toutes les énergies bénévoles, elles sont, je veux dire, c'est des gens derrière qui mettent d'eux-mêmes et ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc pour conclure, j'aimerais peut-être très rapidement, comme ça on pourra laisser la parole aux questions au public. Peut-être vous pouvez me dire chacun un petit mot très rapide sur des petites pistes de réflexion à horizon peut-être de 5 ans, de comment vous pensez que ça peut être possible de dépasser ces différents obstacles et de contribuer au développement de ces sports de montagne dans le pays. On va faire un petit tour comme avant. Ahmed. Alors, je pense déjà, comme ils ont dit, les autres balisages, c'est le premier truc à faire pour rendre la montagne plus accessible à tout le monde. Mais au moins des chemins, les gens quand ils viennent, ils savent à peu près où aller. Et passer la passion aux enfants, à la jeunesse, parce qu'après c'est eux qui vont développer ça. Et voilà, avec ça, ça va être moins effrayant. L'aspect danger va être un peu diminué, les gens vont savoir qu'ils vont trouver un itinéraire. Merci. Intel. Il faut se maintenir fort et passer la passion aux jeunes pour ça continue avec les moyens qu'on a, jusqu'à qu'il y a d'autres choses qui nous facilitent la pratique de ce sport. Bon, il fallait persister. Personnellement, moi, pour le moment, après certaines années de volontariat et tout, donc, si j'ai tenu de ce temps-là, j'ai bien contacté certains qui étaient dans un autre niveau, même mieux que moi, et ils ont lâché. Mais d'un autre côté, il y a d'autres qui sont même avec nous dans la salle, ça date. Donc il y a même la 12e génération qui est avec eux. Donc c'est des exemples pour nous. Donc on doit tenir pour le bien de la nouvelle génération. Et nous, ça y est, on a raté. Personnellement, j'ai eu l'occasion de voir certaines choses. Si je n'essaye pas, je ne fais pas ce que je fais maintenant, les enfants n'auront pas l'occasion de voir, par exemple, certains animaux, tu vois. Donc,
énormément de matériel qui peut assurer tout ce qui est secours en montagne et souterrain. Et comme ça, peut-être le gouvernement, quand il voit que l'unité de secours en montagne, ça se développe, et les techniques ça se développe, ça peut donner plus, ils vont oser donner plus les autorisations sans avoir peur d'avoir des accidents. Parce que chaque fois, je vois qu'il y a un accident, il y a toutes des choses il y a des gens qui parlent, parfois les choses ne sont pas vraies, il y a toute une histoire derrière. Donc un petit moment, même la personne, quand elle répondait sur les commentaires, je suis vivante, tout le monde dit Allah, je suis vivante, je suis vivante, je suis là, je suis là. Donc comme ça, ils vont oser donner, parce que j'ai remarqué tout ce qui est projet, risque et tout, ça ramène les bailleurs de fonds, parce que là, ils sont assurés à avoir une association avec une unité spéciale au secours, donc peut-être on peut développer ça et comme ça on peut avoir une petite clé et ouvrir plusieurs portes. C'est mon avis. Merci beaucoup Avikat, merci d'être venu discuter. On va maintenant passer le micro dans la salle. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, on vous donnera un micro. Je vois plusieurs mains, donc on va peut-être prendre, je vais être stratégique, on va prendre plusieurs questions. Et ensuite, on va essayer de répondre à tout ça. J'ai vu des mains au fond à gauche, au fond à droite, devant à gauche. Voilà, j'ai vu des mains partout. C'est super, on vous encourage à poser vos questions. N'hésitez pas. Merci pour le film et la présentation. Je fais partie aussi d'une association. Ma réflexion est plutôt par rapport à la question que vous avez posée. Quel est l'impact par rapport à l'environnement des grimpeurs? Moi, je trouve qu'il y a un élément intéressant qui peut-être c'est possible aussi d'exploiter, mis à part la proposition de madame, c'est de participer à l'effort anti-braconnage qui est mis en place dans le pays. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes environnementaux, il y a beaucoup de braconnage, il y a beaucoup de dénichage de rapaces. Ce sont des espèces protégées qu'on déniche dans les montagnes et qu'on vend dans les souks publics. Et la présence de tout ce groupe au niveau des montagnes, il pourrait participer à cet effort de conservation d'une façon directe. Chaque fois qu'ils trouvent un problème, ils les dénoncent directement et ça pourrait peut-être, en fonction de cette nouvelle dynamique, ouvrir d'autres portes et aider à développer cette activité. Merci beaucoup. Donc on peut se noter la question, on va prendre d'autres questions, mais très rapidement, il s'agit de savoir dans quelle mesure toutes ces associations qui forment finalement une grande communauté dans les montagnes ne pourraient pas, d'une certaine manière, collaborer dans une perspective qui est là, la lutte contre le braconnage, mais qui peut peut-être s'étendre à d'autres problématiques environnementales. La prochaine question. Donc bonjour, c'est Abdou du projet d'Escalade Kakena. En fait, je suis énormément content de voir la nouvelle génération, si je peux dire, de grimpeurs. Donc en fait, j'ai commencé l'expérience en 2009 donc, dans la Spélio, et tout doucement, donc j'ai resté pendant 4-5 ans. Donc je connais Aratouf et d'autres personnes. Et donc ça me fait plaisir aussi de voir Gussem, que je me rappelle, ça a été la première expérience de voir le développement des voies d'escalade en Tunisie. Mais je vais passer rapidement. Donc, depuis 13 ans maintenant, depuis 2009, il y a énormément de projets qui sont faits, des études et tout ça. Donc, pourquoi pas soit à l'échelle du ministère du Tourisme, ministère de Jeunesse, la protection civile aussi, ils ont essayé de développer le grimpe, donc avec un spéléologue que je le salue, un spéléologue de la protection civile, Abdeslam de Gebs. Donc l'idée maintenant, c'est que on doit voir pendant 10 ans ce que c'est fait avec les balles de fonds, la GIZ, l'IFT, USAID, donc beaucoup de choses qu'ils ont fait. Donc on voit ce qui était fait, les études, et on essaie de mettre ensemble tout le monde et coopérer avec l'État. Donc on voit que ce genre d'activité, c'est lié au ministère du Tourisme, au ministère de Jeunesse surtout. Donc comment maintenant, après, avec 13 ans d'expérience, où la Tunisie, surtout après la Révolution, donc
comment développer ça, mettre tout cet énorme travail en même temps. Et une deuxième, pas demande, mais maintenant, c'est le problème de l'autofinancement, le financement. Comment développer des modèles économiques de telle façon que ces structures ou ces sports seront autofinancés tout seuls, sans avec l'appui des bailleurs de fonds. Et les bailleurs de fonds, ils appuient pendant 10 ou 15 ans. Maintenant, comment être autonome? Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Ça rejoindra les questions finalement de coopération et d'organisation collective à l'échelle de nombreuses associations qui travaillent sur les montagnes pour finalement avoir du poids, notamment auprès des autorités. Et la question des financements, j'ai bien noté. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Bonjour. Du coup, je voulais vous remercier d'abord toutes les associations, toutes les personnes qui interviennent ici, parce que ça fait chaud au cœur en fait, de voir des personnes qui sont motivées malgré toutes les difficultés sociales, économiques, toutes les difficultés qu'on peut avoir. Et en fait, j'avais 3 questions, mais super rapides. En fait, c'était une question pour l'association de spéléologie et plus randonnée. En fait, est-ce qu'en tant que pratiquant, enfin, on va dire novice, on peut partir et découvrir des chemins ou partir de manière complètement aléatoire, de manière sécurisée bien sûr, pour découvrir un petit peu ce qui se fait en Tunisie? Y a-t-il des topos ou un petit truc qu'on pourrait faire? Est-ce que ça sous-entend, je me permets, est-ce que ça sous-entend d'y aller seul? C'est ça la question? Non, accompagné de personnes, mais dans le cadre d'une promenade, on va dire comme si on partait en randonnée de manière autonome, on va dire. Et deuxième question, j'ai oublié ma question en fait en écoutant les autres questions, ça me reviendra peut-être. Ah oui, en fait c'était par rapport aux interventions, comment on engage la jeunesse un petit peu dans tous nos projets. Est-ce qu'il y a des solutions que vous avez commencé à envisager, où on peut par exemple essayer d'inclure des lycéens par exemple, et nous en tant que par exemple personnes qui sont investies dans les sports, l'escalade notamment et d'autres sports, essayer de parler par exemple au lycée dans lequel on est, enfin où on a étudié, et faire un petit peu parler de ça et vendre un petit peu ces sports pour justement engager un peu plus les jeunes générations et leur faire découvrir des sports qui je suis sûr vont leur plaire en fait à 1000%. Alors on va peut-être répondre, je peux voir les personnes qui ont lèvé encore la main. Ok, on va peut-être répondre, essayer d'être rapide sur la réponse et reprendre 3 autres questions. Je regarde notre autorité ici, c'est l'IFT1 qui nous accueille, du coup, on verra jusqu'à quand il nous laisse parler. Du coup, je commence avec la question sur la coopération, finalement, que ça rejoint la question de monsieur, les 2 personnes au fond de la salle, sur dans quelle mesure vous pensez qu'il est possible, vous, en tant que représentant d'organisations et d'associations qui travaillent sur ces montagnes, de collaborer dans un but qui dépasse l'objectif de votre association, que ce soit la lutte anti-braconnage, que ce soit environnementale, ou que ce soit d'avoir une voix qui pèse un peu plus vis-à-vis des pouvoirs publics. En fait, pour tout ce qui est coopération, par exemple en spéléologie, ça existait beaucoup de coopération entre les associations, côté spéléosecours ou des congrès et tout. Donc, mais parfois, il y a une rupture, par exemple, si les gens changent, ou par exemple les anciens ils partent, ou il y a une personne qui ne reste pas en Tunisie. Donc, parfois, il y a cette petite coupure. Mais le grand problème, moi, je pense que c'est qu'après la corona, tout le monde a. Tu sens que ça a dispatché tous les projets. On dirait qu'on était absent pendant 3 ans, c'est pas que 3 mois, c'est ce que j'ai senti moi. Par exemple, nous, pour le festival, on galère pour faire survivre ce projet qui avait un impact très important sur les associations, sur les amateurs. Parce que 3 jours, la Zarouine, elle se transforme complètement, tu vois. Il y a les grimpeurs, il y a ceux qui font de la randonnée, il y a ceux qui font de la spéléologie. On essaye, par exemple, il y a des projections de films, on essaie de ramener des gens étrangers, des Tunisiens, de montrer des expériences qui touchent les gens qui n'ont jamais fait de sport de montagne. Et après, on a des activités outdoor. Est-ce que tu penses que, quand tu dis le corona, la pandémie a eu cet impact-là, ensuite c'est des enjeux de financement, c'est des enjeux oui, surtout. Parce que la volontariat a ses limites quand même. La volontariat a ses
lui faut un per diem pour qu'il puisse bouger. Par exemple, où il va, par exemple, si tu développes un projet, il y a toute une logistique à fournir pour pouvoir faire survivre ce projet. Donc, la coopération, elle peut reprendre, quoi. Par exemple, moi, à Quarantaine, je peux demain faire une réunion et on commence une coopération à développer maintenant nous les 4, par exemple, nous les 5. C'est pas... Donc c'est des choses qui peuvent être mises sur la table. Et sur les enjeux du coup de financement, est-ce que, ça rejoint la question qui a été posée, dans quelle mesure vous pensez qu'il y a un modèle économique viable qui existe-t-il? Est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous êtes encore en quête? Comment vous positionnez là-dessus? Nous, personnellement, on essaye d'exploiter certaines expériences de l'échelle internationale parce qu'il n'y a pas un modèle en Tunisie. Il y a beaucoup de slogans et sur le plan pratique, il n'y a pas énormément de charge de travail pour aboutir à des résultats bien ciblés. On essaie dans notre zone de travail, donc on essaie d'avancer petit à petit avec certains bailleurs de fonds. On ne voulait pas être des chasseurs de fonds, donc il y a énormément de fonds, mais on voulait bien viser ce qu'on veut et avancer par le modèle. On essaie de l'adapter par rapport à la situation de la population locale et ce qu'il y a sur terrain à exploiter. Au début, on parlait d'un itinéraire, des points d'intérêt, d'un circuit touristique. À la base, il y a dans le parc sous autorisation, il y a un petit chemin à exploiter comme circuit ou l'itinéraire de randonnée. Après, on a eu l'occasion, dans une deuxième phase, de développer pour avoir des vélos et même des ânes pour faire des randonnées et tout en dehors du parc. Donc, on cherche d'autres solutions pour varier le produit et pour varier les ressources. Donc là, on entend aussi qu'effectivement, il y a encore une grosse dépendance aux bailleurs de fonds internationaux, étrangers. Peut-être que Kleinmin, c'est un autre modèle économique, puisqu'on parle d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Ahmed, tu pourrais nous dire un mot sur la façon dont, justement, est-ce que Kleinmin, c'est une autre manière de rendre viable des projets d'escalade par rapport à une association? Non, juste une petite. Après, il y a un petit problème en rapport avec le bailleur de fonds. Après le 25 juillet, ça a changé. La vision et les objectifs des bailleurs de fonds. Personnellement, l'axe nature et tout, c'est un peu dévié et ça a changé. Il fallait bien noter avec la mine, déjà, on voit qu'il y a du potentiel parce que toutes les semaines, il y a des nouveaux membres. Cet été, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus à la salle, qui sont en train de découvrir l'escalade et on voit qu'il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de gens qui peuvent s'y mettre. Mais toujours, la plupart des gens qui viennent, c'est 50% étrangers, 50% tunisiens. Zarouen, par exemple, ça fait 1 an et demi, 2 ans presque que je grimpe et je vais souvent à Zarouen. Je n'ai pas une fois grimpé avec un gars qui est originaire de Zarouen. C'est quand même fou. Non, c'est leur montagne. Donc, c'est pas accessible pour eux. Et on devrait rendre. Oui, moi, grimper, il y a longtemps, je grimpe, je connais personne de Zarouen, ni de Mornec. D'ailleurs, je fais ça, c'est une personne. Qui grimpe, ouais. Mais voilà, parce que les formations ne sont pas accessibles. Donc, mais le potentiel, il est là. Parce qu'il y a déjà des familles qui viennent, qui sont très intéressées par tout ce qui est faire montagne. Les lycées, on travaille déjà beaucoup avec les lycées français et tout comme ça, pour faire des cours. Les écoles américaines font des sorties en montagne, très intéressées par ça. Mais il y a le potentiel. Déjà, tous les jours, il y a de nouveaux messages, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Comment on fait. Ok, c'est encore dur, il n'y a pas le matériel, il y a des obstacles, mais le potentiel, on n'est pas différent des pays européens. On a des gens, des enfants, ils sont tous intéressés, ils peuvent tous faire ça.
Donc tout le monde peut faire de l'escalade, on a même potentiel. On a d'autres obstacles, mais ça peut se développer, moi je vois. Il y a tout pour faire. Pour répondre à la question sur la spéléo, on va être dans le très concret. Est-ce que Artef, tu veux nous dire un mot sur la pratique de la spéléo pour des gens qui sont débutants et qui sont intéressés? Pour la spéléo, elle est très pratique, c'est une discipline très technique plutôt. Ça demande de l'entraînement, il faut s'entraîner sur les techniques de progression sur corde pour la spéléo pour pouvoir accéder au grotte. Pour nous, on fait des séances d'entraînement au début de la saison de chaque année pour entraîner les gens comment progresser sur ce corps. Et puis, après la première trimestre, on commence à visiter les grottes. Il y a plein de grottes en Tunisie, grotte Lamine, grotte Aïndam, grotte Tasto, Nefza. Donc, il y a un grand potentiel à découvrir. Donc on retiendra qu'il faut s'adresser aux associations compétentes parce que effectivement ça demande un matériel spécialisé, des compétences très spécifiques. On peut prendre les prochaines questions. Alors, est-ce qu'il y avait un micro qui tournait? Il est là-bas. Oui. Il faut juste appuyer sur le... Ouais. Alors moi j'ai deux questions. Les premières, en fait, sur la thématique des accidents. Est-ce qu'à titre personnel, il y a quelqu'un présent ici a vécu un accident grave? Qu'est-ce qui est considéré comme accident grave? Comment ces accidents sont vécus personnellement et comment ils sont gérés? Et pour finir, juste cette petite critique, ce que je remarque ici, la présence au niveau de la salle, 3/4 font partie des associations, c'est-à-dire directement liées à l'escalade et tout ça. Ce que je remarque dans les associations, c'est comme des familles en fait. C'est peut-être, j'espère que j'ai tort, hein. C'est-à-dire ils ont du mal à intégrer, ou en parler, par exemple comme un événement comme celui-là, moi je n'en ai jamais vu, je suis venue par curiosité et j'ai traîné 2 de mes amis. Et c'est-à-dire on ne parle pas, c'est-à-dire on en parle au profil, aux personnes qui ont peut-être un profil qui peut intégrer notre famille. Hein, c'est selon leur façon de penser, moi je pense, parce que j'ai fait partie d'une association qui n'a rien à voir avec ce genre d'activité. Et voilà, c'est une petite critique, c'est-à-dire d'en parler même à des profils qui, selon eux, sont improbables peut-être. Ils peuvent en parler, peuvent peut-être être intéressés ou directement, ou c'est leurs enfants ou leurs voisins, c'est-à-dire en parler plus, traîner du monde, parce que c'est une magnifique activité. Voilà. Merci pour les questions qui sont bien notées. Et je précise, et parce que je comprends la critique, je me permets de juste simplement dire que mobiliser des gens, et si vous avez travaillé au sein d'une association, quel que soit son objectif, vous avez dû faire face à ça aussi. C'est très difficile de mobiliser des gens et la portée aussi de la communication, c'est aussi difficile à avoir. Ça veut dire que je crois que ça fait partie de l'objectif de chacun des intervenants ici de faire connaître leur travail. Et parfois, ça fait partie aussi des obstacles de ne pas avoir forcément accès à une audience très large. Et c'est pour ça qu'on remercie l'IFT ce soir de donner la parole à des associations qui ne sont pas souvent entendues. Mais je vous laisserai répondre tout à l'heure. On prend encore la dernière... Non, il restait une, deux... Non, c'est bon, une question là. Merci. Je vous remercie doublement pour le documentaire et aussi pour la pertinence des questions et des réponses. Toutefois, bon, il y a plusieurs questions, mais je vais me contenter de... Il fallait ce qu'on appelle harmoniser les relations entre les ministères. Il y a l'agriculture, il y a le tourisme, tout ça, ce que je dis. Bon, ça c'est très important. Pour le problème de ce qu'on appelle des lois et tout ça, c'est normal. C'est un sport. C'est comme le football, il y a des lois et tout ça. Bon. Le troisième point qui est le plus important, c'est qu'il faut sponsoriser ce documentaire-là. Si on projette, disons,
Mais ma question est très importante. Fallait-il faire de la spéléologie avant la montée? Ça, c'est. Je pose toujours cette question. Moi j'ai fait la deuxième sans passer par la première. Mais parce que la première est très importante, la glissade et tout ça. Donc on apprend qu'on. Et est-ce que la montagne, lorsqu'on, disons, on atténue les difficultés, tout ça, ce n'est plus la montée. Ça devient normal, comme le table de Gorta. Moi, j'ai fait des dizaines de fois. Bon, c'est accessible, il n'y a pas de problème. Toutefois, j'avais, je crois, 5 ans en arrière, un Suisse, bon, il montait avec forché sur le dos de la. Donc, c'est plus difficulté. Donc, si on a tenu les difficultés, ça devient plus un sport de montagne, ça devient un autre sport. Voilà. Ça, c'est ma question. Je vous dis. J'en profite. Moi, j'ai juste déjà vous remercier pour tout ça. C'est vraiment passionnant. Et j'en profite juste pour faire part d'une réflexion et poser une petite question. Un sujet qui me paraît connecté quand on se balade dans l'environnement un peu partout en Tunisie, c'est bien sûr la pollution, la présence de déchets de manière tragique. Et donc, moi je me dis que voilà, quand on voit la quantité de déchets partout, dans tous les lieux qui sont accessibles facilement, parfois je me dis que heureusement que certains endroits comme les sommets ou les grottes sont encore peu accessibles, parce que du coup il y a vraiment un vrai challenge, un défi en tout cas, si on parle de démocratiser l'accès à ces espaces. Donc voilà, c'est plus une réflexion un peu d'ensemble. Et quand même une question, est-ce que vous profitez de vos activités au contact du public, et notamment la jeune génération, pour sensibiliser sur ce sujet? Vous parlez des publics scolaires. Voilà, parce que sinon, si on démocratise l'accès à tous ces endroits, mais sans sensibiliser sur la question des déchets, ça peut être catastrophique. Merci beaucoup. Ah oui, allez, c'est parti. Assema, je m'appelle Amine, j'habite sur la côte sud la face sud du Jbal Msass, alors à 18 km. Et à chaque jour, devant la maison, là, il y a 200 camions de fuel et de charbon qui passent pour alimenter la carrière. Je pense aujourd'hui que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Pour l'association qui travaille sur Jbal Msass, il n'y a pas une solution. Ça fait pratiquement peut-être moins de 10 ans que la cimenterie est en marche et elle ne s'arrêtera pas. Donc au moins, elle devrait payer quelque chose. Donc ce quelque chose-là, elle devrait le payer vers la côte nord, la face nord, pour les associations. Il y a sûrement une responsabilité par rapport à l'environnement, par rapport aux associations, par rapport au village et tout, parce qu'on a de côté nord la belle vue de Jbal Msass, côté sud, c'est catastrophique. Donc, moi, je pense que dans peut-être une dizaine d'années, on fera un étaiement en bois pour que ça ne tombe pas. Donc, vous avez de quoi et pourquoi batailler et il devrait payer, je pense. Et il devrait payer, et là, vous allez pouvoir développer tout. Moi, je sais que même le matériel de la CES a été volé dernièrement. Oui, ben c'est ça en fin de compte. Ce qui est intéressant, c'est que nos points d'intérêt, ils ont un autre intérêt commercial. Généralement, il n'est pas dans l'ambiance de l'enfant qui est plein dans cette salle-là, et le nerf de la guerre, c'est l'argent, il faut le trouver. Et il faut oublier, parce qu'il n'y aura plus ni francs, ni US, ni JZ, tout ça, ça finit. Il faudrait qu'on crée une dynamique propre à nous, et c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet très important qu'on sera ravis d'aborder. On commence par la question des accidents. Je vais passer le micro à Ahmed, qui est présent, pour une très bonne raison.
Et je lui laisse nous parler des accidents de falaise. Et non, mais on en rigole, mais c'est très sérieux et évidemment ça reste un enjeu crucial et je pense que ça rejoint les enjeux de zone grise législative et de responsabilité. Mais peut-être tu peux nous parler en quelques mots de voilà, ce que c'est un accident de falaise et comment ça se passe. Déjà pour l'instant, il n'y a pas eu d'accident très grave au escalade, heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'est pas prêt. Ça, déjà. Je vois qu'on n'est pas prêt du tout, et si un truc grave arrive, la communauté elle peut pas bien, les autorités et la communauté ne peuvent pas bien réagir. En fait, le sport il est déjà sécurisé, le matériel il est bien, les harnais qu'on a, normalement ils supportent un choc très très lourd. La corde qu'on utilise, elle prend une tonne de poids. On peut faire une chute où presque tous les os du corps ils peuvent se glisser sans que le matériel y casse. Tellement du bon matériel. La plupart des accidents, juste pour détecter combien de matériel les accidents ne sont pas des accidents de matériel la plupart du temps. Les accidents, c'est des accidents humains, des erreurs humaines à la base. C'est ça qu'il veut dire, pas qu'on va s'écraser les os. Pour illustrer que le matériel est tellement bon que peu importe la chute que tu vas faire, il ne faut pas penser que le matériel va casser. Si tu fais attention au matériel, il tient. Les speeds, les points qu'il y a sur le mur, ils peuvent supporter 2 tonnes. Donc normalement, pour le matériel, c'est juste la plupart des accidents, c'est des accidents faute d'inattention, il y a une mauvaise utilisation du matériel et tout ça. Après, il y a aussi, on est trop traumatisé par l'accident et reprendre après le sport, ça aussi c'est dur, ça m'est arrivé. Moi aussi j'ai eu un accident, j'ai eu une fracture, finalement j'ai passé 7 mois sans grimper. Et après la reprise c'était très dur, parce que 7 mois sans aller en falaise, 2 mois j'ai pas marché. Et après quand j'ai repris, j'avais très très peur au début et ça a pris longtemps pour que je prenne confiance. Je savais déjà que c'était pas le matériel de la faute, donc il fallait recommencer tout doucement. Et en plus j'ai vu les témoignages d'autres gens qui ont eu la même expérience. Et je pense que déjà c'est très intéressant d'avoir l'idée de Malouane, parce que les secours, déjà ça ramène les gens à avoir conscience du risque. Savoir qu'il y a aussi, nous on n'a pas trop la conscience du risque qui est tunisien encore. Mais on grimpe n'importe comment, il faut être conscient que c'est quand même un sport à risque, qu'il y a quand même toujours de danger. Et c'est ça, si les gens ils voient qu'on est responsable, ça va faciliter après les autorisations. Souhail, tu voulais dire un mot? En rapport avec les accidents, je crois que c'est un problème d'accès à l'assurance. Donc, les assureurs évitent d'assurer les associations, les activités des associations, et même spécialement ces activités-là. Parce que ça. Et deuxièmement, un accès d'équipements et de matériel de secours ou de prévention. Par exemple, en rapport avec le fait de se perdre dans la montagne à un moment donné, un talkie peut être une solution, par exemple, acquérir un talkie avec la serre, ça va coûter un talkie d'amateur avec 4 pentes, la pente 90 dinars par an. Donc c'est de l'argent à payer de l'association. 200 dinars ou 300 dinars annuels pour une association, je peux la payer de ma poche, mais pour une association, c'est un budget. On parle d'un seul, un amateur. Je veux mentionner qu'on a une comité de Speedo Secours en Tunisie qui est constituée par des membres des différentes associations de Speedo qui se réunissent périodiquement et on fait des mises à jour concernant les pratiques d'intervention. Et lorsqu'il y a un accident dans une grotte, ces membres qui constituent la commission doivent obligatoirement intervenir pour sauver la personne en danger. En fait, c'est le projet qui a regroupé vraiment les spéléologues, ce qui est Speedo Secours.
En fait, on a tellement fait des entraînements qu'on connaît même, par exemple, ceux qui vont faire l'équipe par exemple, les premières équipes qui vont arriver à la victime, ceux qui vont aller faire l'équipement. Donc, on s'est tellement entraîné que maintenant, aujourd'hui, par exemple, nous, si on a un accident au niveau des grottes, on sait quoi faire. On était formés par 3 grandes écoles anglaises, françaises, même italiennes, et on a combiné les 3 pour avoir une meilleure, même les Suisses aussi, oui, mais les Suisses aussi, pour avoir une meilleure méthode de toutes les écoles. Et même, on a, pendant une fois, on faisait une simulation au niveau de Jebel Zarouel, et la victime qui s'est installée au niveau de la civière, il s'est transformé en une réelle victime, parce qu'il a perdu connaissance et tout. Et le truc, on avait tout on avait le réflexe à l'évacuer tout de suite. On a l'avantage qu'on a un médecin spéléologue parmi nous, on a plein de médecins qui font de la spéléologie, la spéléo aussi. Et déjà, les Français ils nous disent vous avez de la chance d'avoir un médecin qui arrive jusqu'à la victime. Donc, pour l'accident, j'ai vécu même un accident au niveau d'une grotte pendant. On a filmé un film documentaire. Et moi je suis très satisfaite de ce qu'on a fait pour évacuer la victime. C'était pas parfait. On a essayé d'être. Après, on a fait le point. Oui, c'est lui qui s'est évanoui de la grotte. Donc, je me souviens très bien, mais on a laissé ça déjà. Pour la spéléologie, ces aspects-là sont assez développés. Je pense que l'escalade pourrait s'inspirer de ça parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est pas. Déjà, à l'initiateur, c'était ça le but. Parce que quand on a commencé l'escalade, on faisait plein de petites fautes et tout. On se dit stop, on arrête. On apprend l'escalade sur des bonnes bases tant que ça commence de zéro chez nous. Franchement, je voudrais dire un truc aussi, les accidents, c'est toujours des trucs stupides. Hein. C'est jamais un truc grand. Il faut juste toujours se vérifier, toujours. Parce que parfois, juste on est là, tellement on s'habitue qu'on oublie parfois. Je parle avec toi, je fais mon nœud, je finis de parler, je monte, on se vérifie pas. Mais c'est comme ça, c'est toujours des trucs tout petits. Quand on part à la montagne, on n'a pas la notion qu'on va avoir un accident, on a peur. On fait toujours attention à ça et la plupart du temps, ça se passe bien. Mais effectivement, il y a des accidents et c'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas les conditions optimales dans le cas d'un accident. Donc, aussi, la communauté des grimpeurs, on entend peut-être s'inspirer des spéléologues sur la question du secours. Pour ce qui est de toucher un public plus large, vous, en tant que représentant d'organisation, d'association, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça sur le fait de toucher des profils qui sont peut-être pas ceux qu'on a dans la salle, ou de toucher un public plus large, ou qui a moins l'habitude de la montagne? Est-ce que vous mettez en place des mesures au sein de vos organisations pour favoriser l'accès à la montagne? Porte ouverte, le festival par exemple, ou c'est des amis qui parlent à notre ami. C'est toujours les gens qui viennent, c'est une personne qui a en parlé à une autre personne. Moi je me suis fait, ils ont essayé 5 ans à me le faire, après ils m'ont tiré par les cheveux. J'essaie maintenant à monter sur corde. C'est pas qu'on choisit les profils, c'est on aime, on n'aime pas. On part en montagne, par exemple, en spéléo, tu peux pas obliger une personne à descendre sous terre. C'est pas, imagine la panique, parce qu'on risque la panique. T'es dans un milieu hostile, t'es pas dans une maison où s'il panique, tu peux appeler le médecin. Non, t'es dans un milieu hostile, c'est pas facile déjà. Le secours là-bas, déjà, toi, t'es loin de ta zone de confort, il y a plein de conditions. Donc, on essaye de toucher tout le monde, mais c'est pas évident, c'est pas obligé à le faire, comme d'autres activités, par exemple. Dans l'escalade, on essaie de faire des sorties maintenant, initiation, des sorties très faciles. Déjà, la première question, elle pose toujours est-ce que je peux le faire? Est-ce que si j'ai pas campé en salle, je sais pas camper, est-ce que je peux bien en falaise? Donc, on essaie toujours de faire des sorties qui sont très faciles pour tout le monde. Et même cet été, on a, pour justement toucher plus de monde, on donne des entrées gratuites pour les gens qui viennent en première fois à la salle, la deuxième entrée elle est gratuite, justement pour faire que les gens ils viennent plus souvent et essayer de découvrir. Et pour la montagne, les sports de montagne, justement, on essaie de faire des trucs très basiques, très faciles, on installe nous les corps, on vérifie nous tout le monde, les nœuds, les moniteurs ils vérifient, et les moniteurs ils assurent au début, parce que doucement les gens ils apprennent vraiment doucement. D'ailleurs, il y a des sports qui sont à risque en Tunisie qui sont déjà développés, comme la plongée par exemple. Ça fait tellement longtemps qu'elle est là que même si tu peux pas mourir aussi dans la plongée, mais on l'a bien développé, ça se voit qu'on peut faire ça. Mais il y a des clubs maintenant dans chaque endroit, d'ailleurs, c'est presque la même chose.
que c'est nouveau, mais ça ressemble beaucoup, parce que bon, on a des brevets, on a tout. Et donc on voit que aussi on peut faire la même chose. Donc peut-être faire tourner le message autour de vous pour inviter des gens à venir tester auprès des associations. Pour ce qui est de la pollution des déchets, on voit, personne ne peut nier aujourd'hui que les espaces naturels sont pollués. Est-ce que pour vous ça passe forcément par la sensibilisation? Est-ce que vous voyez d'autres solutions? Quelles sont les mesures qui existent pour vous dans vos associations, organisations, pour essayer de lutter contre ça? Je pense déjà avoir une expérience dans la montagne, et comme j'ai dit tout à l'heure, ça rapproche de la montagne, ça a de la valeur, parce que les gens ils viennent, ils campent une fois, ils rentrent, ils s'en foutent si c'est ça de la barre, il n'est pas là-bas la personne. Donc il vient, quand il va camper, il laisse tous les déchets, il rentre, il dit je ne vais jamais revenir ici. Donc il ne se rend pas compte que ça fait partie du monde dans lequel il vit. Mais si on fait plusieurs trucs, voilà, les gens ils viennent très souvent, donc ils sentent que ça fait partie de leur vie et ils vont être plus sensibles à ça. Et nous en Tunisie même, on n'est pas encore très sensible à la nature et à l'effet de ça, mais ça commence à émerger un peu. Nous, on commence à dire qu'on est des invités dans la montagne. Donc tu n'as pas le droit, comme toi, à ta maison, tu veux que ton invité garde la maison et ne jette rien. Vous aussi, vous soyez responsables. Tout doit revenir avec vous pour ne pas... Même les trucs, par exemple, les fruits qui sont biodégradables, on essaie de les cacher parce qu'il y a la pollution visuelle aussi qui est importante aussi, tout ce qui est sonore aussi. Mais on essaie de parler avec les gens et surtout avec les jeunes parce que c'est la nouvelle génération qui va être... ils vont être l'adulte du futur, donc on essaie de développer ça. En plus, dans l'association, par exemple, on a des profils des gens qui ont fait, par exemple, moi j'ai fait un master en environnement, il y a une autre personne qui sont agronomes, l'autre. Donc ils essaient de parler de ça d'une façon plus amusante que les gens font ça parce que même à la rue, c'est pas parce que c'est sale il faut jeter. Donc vaut mieux ne pas salir que mieux que nettoyer, comme on dit tout le temps. Je pense aussi c'est l'attitude des gens. Quand ils viennent à la montagne, ils ont l'attitude de conquérir presque la montagne. Ils viennent, ils campent, c'est notre endroit, c'est là-bas et pas. Quand tu fais un sport, presque tu explores. Tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Donc déjà ton attitude avec la montagne, elle change un peu. Tu es plus sensible à ce qui est autour de toi. C'est pour ça que c'est un peu mieux de faire le sport. Et en fait, quand c'est une question qui commence dès le jeune âge, des réflexes dès le jeune âge. Le fait de jeter, c'est un réflexe. Donc quand on a l'habitude de jeter n'importe où, donc ça c'est dû soit un exemple dans la famille, soit un exemple dans l'entourage, on n'a pas conscience des dégâts. Sinon, c'est pour cette Hamdi qui peut répondre à ces questions-là. Personnellement, en association en interne, il y a on est à 30 km de la plus proche municipalité, donc chez nous, il n'y a pas de poubelles pour stocker, parce qu'on connaît bien que la municipalité, les gens pour brûler pour se débarrasser des déchets, surtout en plastique et tout. Donc nous, on essaie de mettre la poubelle en dehors, après le séjour de la semaine passée, donc on revient en ville, on ramène une poubelle avec nous. Donc au moins, on connaît bien où elle est passée, notre poubelle. Pour eux, à des moments, on essaie au futur, on projette des actions de tri d'eau. Donc espérons que... Et effectivement, je rappelle aussi rapidement pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est qu'évidemment il y a des comportements individuels et c'est ce contre quoi vous luttez. Il y a aussi des enjeux politiques derrière ça. Si on prend l'exemple de Birou, qui est le village au pied de la montagne de Jebel-Alsaz, il n'y a tout simplement pas de service public de gestion des déchets. Donc l'espace se transforme en décharge à ciel ouvert, non pas parce que les habitants, ça leur fait plaisir de jeter leurs déchets, et parce qu'il n'y a pas ce service-là, il n'y a pas d'infrastructure qui existe. Et je pense que c'est aussi une question profondément politique et de politique publique qu'il ne faut pas oublier. Ça ne se résume pas simplement à des comportements
Adèle, tu voulais dire un mot? Franchement, concernant les associations, il y a un certain état d'esprit sain concernant cette question. Mais le problème se pose lorsqu'il y a des groupes de Facebook qui sortent avec un grand nombre, des cinquantaines ou centaines de personnes. Alors là, c'est la catastrophe. Vraiment, il y a beaucoup de clichés. Les guides n'attirent pas les gens pour prendre leurs clichés, mais pour les associations, cette question n'existe pas. Merci beaucoup et on va... En plus, on est face à un consommateur tunisien ignorant de ses droits et il cherche la facilité à se débarrasser de ces déchets. Donc, on doit bien créer et l'obliger à appliquer ce processus. C'est une question de temps et de volonté. Et on va conclure par la dernière question sur la cimenterie. Alors évidemment, un énorme enjeu, je veux l'Alsace. On voit que c'est des intérêts qui divergent complètement, qui sont profondément contradictoires entre l'exploitation de la montagne comme ressource naturelle et l'occupation de la montagne avec des activités durables de sport de montagne. Comment vous, en tant qu'organisation, vous vous positionnez dans cette situation? Et est-ce que, comme le disait le monsieur, il semblerait que l'horizon soit plutôt sombre. Est-ce que vous voyez des possibilités de faire quelque chose dans cette situation? Pour nous, on a fait plusieurs initiatives. On a essayé de parler avec les dirigeants de la société. On a posé des demandes et tout ça, mais ils ont refusé de même venir avec nous. Non, vous pouvez faire une pression sociale, facebookienne. Oui, la question de monsieur, c'est de savoir aussi dans quelle mesure, vous, peut-être que l'ASME toute seule n'a pas le poids, peut-être que la CES, bon, à Zarouane, mais même c'est une association de sport de montagne, peut-être que Climbing tout seul n'a pas de voix. Est-ce que si vous coopérez dans cette situation, il n'y a pas une possibilité d'avoir du poids auprès des pouvoirs publics sur cette question-là? Ça peut marcher. Tu peux répéter un petit peu parce que le public n'a pas forcément entendu monsieur qui n'avait pas de micro. Je te laisse expliquer. Le monsieur, il a proposé qu'on parle avec un député de parlement. Et je pense que c'est une idée qui peut être efficace parce que si ce député montrer le projet, il sent qu'il y a un intérêt derrière ce projet, parler avec le citoyen ou les gens qui habitent au village. Ça peut-être, si la question se pose pendant les parlements, donc ça peut créer une petite synergie. Et je pense aussi que déjà quand on développe le sport de montagne, le parapente, l'escalade, spéléologie, il y a un autre intérêt à la montagne que du ciment. Et voir ce qu'on peut sortir de la montagne comme expérience, ça vaut plus que du ciment. Au début, moi, la première fois que je suis allé à Sas, la cimenterie, c'était un tout petit endroit tout loin. Maintenant, quand tu vois l'autre face, on dirait une météorite qui s'est écrasée. Donc la montagne qui est rasée comme ça. Allez voir Jbal Bosta. C'était une montagne. Il y avait rien. Mais justement, c'est. Il y a un itinéraire de randonnée, la face sud qui est disparue. Il n'existe plus. Donc, il y a déjà Fakhri, c'est un grimpeur qui grimpe le poids d'Assad qui fait des randonnées à Jbal Sass souvent. Un jour, il est parti avec un groupe pour les emmener au sommet et il n'a plus trouvé le sentier parce qu'ils explosent à chaque fois un endroit, ils ont fait tomber le sentier. Il n'a pas plus trouvé le sentier. Donc il est revenu et il a commencé à parler de ça à Facebook
Facebook, ils l'ont invité à la radio, il a parlé de ça à la radio. Après, il y a un gars de la cimenterie qui a liké son post sur Instagram, ils l'ont mis en prison. Et après, les travailleurs de la cimenterie sont entrés en grève. Et après, ils l'ont sorti de la prison. Et il n'est pas revenu à la cimenterie. Mais voilà, ils ne sont pas flexibles avec ça du tout. Et bon, voilà, il faut trouver un moyen de communiquer avec eux et surtout essayer de donner de la valeur à la montagne grosse. C'est pas avec les cimenteries qu'il faut communiquer. Il y a déjà justement, en fait, chaque projet doit avoir une étude d'impact environnemental. Et vraiment, il faut aller tout droit, mais c'est pas eux qu'il faut négocier. Il faut négocier avec l'Agence nationale de protection de l'environnement. S'il a eu ce projet-là, s'ils ont validé ça, donc là où le problème. Vraiment, il faut pas, c'est pas eux, parce que l'on veuille ou pas, c'est une entité financière qui cherche à maximiser ses profits, elle s'en fout de l'environnement. Donc il faut aller directement et vraiment, moi je salue votre travail, c'est vraiment formidable. Mais si je veux rebondir sur 3 points potentiellement, la première chose c'est que c'est le cadre légal, votre activité elle n'a pas de cadre légal. Et malheureusement, parce que moi aussi je fais de la plongée sous-marine, on doit faire face aux humeurs ou vraiment à l'attitude des autorités locales. Ça c'est un fait. Donc déjà le cadre légal, il faut travailler donc peut-être avec les juristes, vous pouvez lever de fonds et faire des cadres légaux pour les activités de montagne parce qu'on n'a pas malheureusement en Tunisie. Deuxième chose, avant de passer pour les cimenteries, je sais, mais nous-mêmes en tant qu'activité, parce que l'activité de montagne c'est une activité à impact, que l'on veuille ou pas. Moi je vous donne un exemple pour l'espace biologique. On ne sait pas si les chauves-souris, donc si on respecte l'hibernation des chauves-souris ou pas. La grotte de la mine par exemple, elle était arrosée, vraiment, j'ai trouvé du genre sur les stalagmites avec le noir sur les gadofs. C'est vrai, c'est ça, mais vraiment, il faut vraiment votre rôle, je ne veux pas vous poser un fardeau ou autre chose, mais vraiment ça dépasse la passion. Si on a une passion, il faut la préserver. Mais je crois qu'il faut changer d'outil, qu'il faut s'adapter et savoir ce qu'on veut. Je crois que la première chose, il faut fédérer, il faut avoir une fédération, il faut avoir un cadre légal pour ces activités-là. Et deuxième chose, je donne un exemple, on n'a pas de circuit balisé par exemple pour la randonnée officielle. Il n'y en a pas. Mais vraiment, c'est ce genre de pratique, vraiment qu'on ait un nombre limité de visites pour certains parcs, pour certains circuits, il y a tas de choses à faire. Vraiment, ça dépasse la passion et ça dépasse les belles photos de Facebook, les vidéos, tout ce que tu veux. Mais il y a beaucoup à faire et encore une fois, je salue votre travail pour ces activités. Je sais que ce n'est pas des c'est pas facile. Merci pour cette intervention si je ne me trompe pas, de Sam Hamdi, qui est le président de l'association Recyclage. Voilà. Et ben merci beaucoup. Sur ces mots, on va conclure. Merci à vous d'être venus parler de ce sujet passionnant et qui ouvre de nombreuses perspectives. On vous souhaite de continuer à dialoguer ensemble entre organisations, puisque comme on l'a beaucoup entendu, je crois que la coopération semble clé pour l'avenir. On vous remercie à tous et à toutes d'être venus ce soir, d'avoir participé à cette discussion, d'avoir été là, et on espère que vous viendrez à l'occasion essayer le sport de montagne en Tunisie. Et on remercie pour finir l'IFT de nous avoir accueillis ce soir. Merci à tous.